Salut les topovores! Je me replongeais il y a quelques jours dans l'incroyable histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et je me suis rappelé quel grand aviateur il avait été. Né en 1900, cet homme a inspiré des générations entières d'enfants. Il a travaillé pour l'Aéropostale pendant des années pour effectuer les transports de courrier, mais a surtout été reporter pour François en couvrant la guerre civile d'Espagne. Il est malheureusement décédé quelques années plus tard, en 1944, lorsque son avion s'écrase à Marseille dans des circonstances jamais éclaircies. Mais ce grand homme n'a pas été le seul de sa génération à marquer les esprits. Alors prenons notre parachute et partons découvrir les premiers héros de l'aviation. Vous allez sûrement être surpris de trouver une femme ici, dans un avion en 1930, et pourtant il est important de savoir que beaucoup de femmes ont marqué l'histoire de l'aviation. Il y a eu Thérèse Pelletier qui a appris à voler seule, Marie Marvin qui a été la première à piloter un avion de guerre, ou encore Maryse Bastié qui détient bien des records. Mais aujourd'hui c'est Hélène Boucher qui retient toute mon attention, celle que l'on surnomme encore aujourd'hui la fiancée de l'air. C'est suite à la mort d'un ami de son frère qu'Hélène, alias Léno, décide de devenir aviatrice. Elle n'a alors que 22 ans, mais sa détermination lui fait obtenir son brevet un an plus tard. Léno enchaîne les records d'altitude, les records de vitesse et se fait très vite repérer par un célèbre pilote d'essai, Michel Destroyat, qui promet de faire d'elle la meilleure acrobate du monde. Malheureusement, cet entraînement lui sera fatal puisqu'elle décède en novembre 1934 à la suite d'un accident d'atterrissage. Pour ses 3 ans de pratique professionnelle, mais aussi pour ses nombreux records qui l'amènent à plus de 400 km/h au compteur, l'aviatrice reçoit la Légion d'honneur à titre posthume et entre à jamais dans le palmarès des plus grandes légendes de l'aviation. Jean Mermoz, ou l'homme qui ne voulait jamais redescendre, est une figure emblématique de l'aviation. Et pourtant son premier amour est bien plus abstrait qu'une carlingue d'avion puisqu'il est fou de poésie depuis tout petit. Mais en 1920, lorsqu'il s'engage dans l'armée, il lui faut faire un choix, et c'est la tête dans les nuages que Mermoz a choisi de passer sa vie. Et sa vie justement, elle est pleine de péripéties. Par exemple, en 1921, lors d'une mission en Syrie, il atterrit dans un désert et doit marcher pendant 4 jours avant de rejoindre sa base. Par la suite, il est démobilisé et il peine à retrouver du travail. Il devient alors mécano dans l'Aéropostale avant de gagner sa place de pilote. Mais il aurait peut-être dû garder les pieds sur terre, et oui, puisqu'il va encore une fois se perdre dans le désert, mais cette fois-ci en 1926. Il se fait capturer par des morts et on le libère contre une rançon. Bon, après tout ça, on aurait pu croire que ça lui aurait suffi, mais non, Mermoz est un grand aventurier et il décide d'affronter la cordillère des Andes. Et c'est à nouveau des grandes histoires qui l'attendent. Et oui, après un atterrissage forcé en pleine montagne, le pilote se voit lancer son avion dans un précipice pour redécoller. Bon, il tape sur des crêtes pour prendre de la vitesse, mais il réussit son décollage. Un vrai pilote. Mais tout a une fin et lors de sa 25e traversée, Mermoz et son équipage disparaissent en ne laissant qu'un message: avons coupé moteur arrière droit. Ne laissant présager qu'un terrible accident. Enfin pour nous, puisque pour Mermoz, c'est une belle fin, et oui, lui qui criait « l'accident pour nous, ce serait de mourir dans un lit ». Vous ne le saviez peut-être pas, mais avant d'être un prestigieux tournoi de tennis, Roland Garros était un célèbre aviateur, et son histoire est passionnante. Depuis tout petit, Roland est attiré par les nouvelles technologies. Bon oui, celles de son époque. Mais du coup, il travaille dans le milieu automobile quand il découvre l'aviation et se décide rapidement, il veut devenir pilote. Il s'achète la légendaire Demoiselle Santos Dumont et apprend à piloter. Avant la guerre, il passera un peu de temps aux États-Unis, en Amérique du Sud, pour des spectacles, mais aussi pour des formations de pilotes puisqu'il a aidé à former l'élite de l'aviation brésilienne. En France, il se mettra en tête d'effectuer la première traversée aérienne de la Méditerranée. Et il réussira en 1913 avec une traversée de 7h53 qui lui laissera 5 litres d'essence dans le réservoir à l'arrivée. Un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate et Roland Garros est mobilisé. Il imagine alors un système de mitrailleuses à travers l'arc de l'hélice qui sera précurseur de l'avion de chasse. Capturé, il n'a pas d'autre choix que de dévoiler son ingénieux système au camp adverse qui copie l'invention et l'optimise. Mais Roland Garros ne s'arrête pas là, il s'évade et il retourne sur le front contre la vie de Clémenceau. Il meurt en plein vol quelques mois plus tard, à la veille de ses 30 ans, mais aussi à la veille de l'armistice. C'est dommage. Pour finir, on peut peut-être expliquer le fait que son nom soit donné au tournoi de tennis et au stade. En effet, Roland Garros était un ami d'Émile Le Sieur, président de l'association du Stade français. Et c'est lui en 1927 qui a déclaré « Je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas à ce stade le nom de mon ami Garros ».
Manfred van Richthofen est aussi surnommé le Baron Rouge. Et vu comment je prononce son vrai nom, je pense que vous et moi sommes d'accord pour que j'utilise son surnom. Issu d'une famille prussienne, notre ami le Baron Rouge commence sa formation militaire à 11 ans. Il sort en 1912 sous-lieutenant de l'école de cadets de Berlin-Lichterfeld et rejoint la cavalerie avant d'être affecté en 1915 dans la toute nouvelle armée de l'air impériale où il devient pilote d'avion de chasse. Et quel pilote! Effectivement, le Baron Rouge a à son actif pas moins de 80 victoires confirmées. Et pourtant, l'homme n'est pas décrit comme un chien fou ou un acrobate, non, loin de là. Il a plusieurs techniques, il vise par exemple des proies faciles comme les avions lents, lourds ou isolés, et il prend bien soin de se couvrir de son escadron. Il était d'ailleurs bien reconnaissable dans son super Fokker rouge qui lui a donné son nom. Il faut savoir que son succès est grand et que l'homme en joue beaucoup. Effectivement, il envoie des photos dédicacées à ses admiratrices, on l'acclame dans les tranchées et il commence même la rédaction de ses mémoires alors qu'il n'a que 25 ans. Il devait sûrement savoir que dans l'aviation on ne vit pas bien longtemps. Et justement, le sort le rattrape en 1918. Alors qu'il vole trop bas, le pilote est touché par un tir en pleine poitrine. Il trouve malgré tout le courage de poser son avion intact et salue les soldats ennemis avant de mourir. C'est ce qu'on appelle du fair play. 33 heures et 30 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Charles Lindbergh en 1927 pour allier Paris depuis New York en solitaire et sans escale. 33 heures et 30 minutes, seul dans un avion, au-dessus de l'océan, à prier pour que le carburant ne manque pas ou qu'il n'y ait pas d'incident. Et en plus, quelle idée, 2 pilotes français avaient tenté l'aventure 12 jours avant et avaient disparu en mer. Bref, Charles Lindbergh a dû vivre une aventure fabuleuse, mais il a surtout dû se sentir soulagé lorsqu'il a posé les roues de son monoplan au Bourget. Il est d'ailleurs sorti de son avion devant une foule en délire et a seulement affirmé « Eh bien, je l'ai fait ». Tandis que les collectionneurs s'arrachaient les toiles de l'avion en guise de souvenir. Sa réussite, Charles la doit sûrement à tous les calculs qu'il a effectués avant de se lancer. Effectivement, il a optimisé un maximum l'espace et surtout le poids de son avion. Il a préféré un monomoteur et a également réduit au strict nécessaire les instruments de bord, en affirmant que de toute façon, on ne peut pas rater l'Europe. Il raconte malgré tout que la plus grande difficulté a été de combattre le sommeil. Du coup, à plusieurs reprises, il s'est réveillé alors qu'il sentait son train d'atterrissage frôler les vagues. Ouais, ça devait être vachement flippant quand même. Et voilà, c'est fini. Alors comme d'habitude, j'ai envie de vous dire que c'était super dur de choisir les 5 qui font partie de ce classement. Et c'est qu'il y a beaucoup d'autres grands noms dans l'aviation. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si grâce à moi vous avez eu la tête dans les nuages. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Oh et puis j'y pense, j'ai ouvert une page Tipeee récemment. Bon, on va en reparler dans le prochain live, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail. Allez, moi je file, à la prochaine!